Gérard Chaliand, les attentats dont la France a fait les intérêts français, en tout cas directs ou indirects au Niger, préludent-ils finalement d'une phase où la France va être pour cible pour s'être peut-être aventureusement, on en a souvent parlé avec Antoine Glaser sur ce plateau, proclamé ou autoproclamé chef de file de la croisade antiterroriste? C'est possible. C'est possible, bien qu'à titre personnel, je pense que cette intervention au Mali était bienvenue, compte tenu du dégât collatéral causé par la Libye. C'est sur la Libye qu'il fallait se poser le problème précédemment, si on ne voulait pas que le Sahel soit ce qu'il est aujourd'hui. Totalement déstabilisé. Exact. Bon, pour l'essentiel, du point de vue militaire, selon l'armée, c'est plutôt un succès, c'est-à-dire que sur les 1500, c'est une évaluation, sur les 1500 militants du Moujao, de Ansar el-Din et de l'AQMI, ils en auraient à peu près éliminé le tiers, les autres s'étant repliés ailleurs ou s'étant dispersés. Reste la situation proprement parlée du Mali, la partie la plus complexe. Il va y avoir en principe le 28 du mois de juillet des élections. Et le problème principal, c'est quid de la question Touareg, qui n'a jamais cessé depuis 40 ans d'être la question principale de l'État malien. Alors là, il y a des difficultés, bien sûr, parce qu'il y a une hostilité entre les deux mouvements. La demande d'indépendance est absolument irrecevable, celle de l'autonomie, point d'interrogation. En 2006, il y avait eu des offres de l'État malien d'avantages sérieux du point de vue économique, social, seulement ils n'ont pas été tenus. Je pense qu'on va y revenir. Dans les circonstances présentes, la France dispose quand même de moyens de pression dans la mesure où des fonds ont été accordés à travers les organisations internationales, mais grâce à l'intercession de la France. C'est quand même elle qui a, sur le plan militaire, rétabli la situation pour le futur État malien. Donc, il y a un moyen de coercition possible pour amener les gens à une attitude plus raisonnable. On peut en voir une illustration dans le deuxième déplacement en 2 mois du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui se rend demain au Mali afin de parler de la préparation de cette élection présidentielle. Antoine Glaser. Oui, on voit bien que la France fait pression effectivement sur le Mali. Il faut comprendre aussi que pour la France, qui, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, est vraiment isolée dans cette affaire, non seulement au Mali, mais dans l'ensemble du Sahel. On voit bien que ses partenaires et ses grands partenaires ont mis la main à la poche. Il y a 3,2 milliards d'euros qui ont été débloqués pour le Mali. Mais on a l'impression que c'est un peu... on donne l'argent, mais il n'est pas question de s'immiscer dans cette affaire avec la France. La France est isolée. La France fait pression pour qu'il y ait des élections absolument au mois de juillet parce que, en fait, élection égale argent. Ça veut dire des grands pays comme les États-Unis disent tant qu'il n'y aura pas de retour à l'ordre constitutionnel. Actuellement, il y a un président, mais qui est un président par intérim, le président Diokounda Traoré. Tant qu'il n'y aura pas d'ordre constitutionnel, un certain nombre de partenaires européens et les États-Unis se restent extrêmement en retrait, ne débloqueront pas l'argent. Donc pour la France, si la France fait pression, c'est pour cette raison-là. Deuxième problème pour la France, c'est qu'à Kidal, où il y a effectivement toujours la question Touareg, le mouvement national de libération de l'Azawad, les Touaregs ne veulent absolument pas voir l'armée malienne à Kidal. Comment faire des élections sur l'ensemble du territoire si c'est à Kidal? Et là, il y a une vraie divergence entre les autorités maliennes et la France. La France dit il suffit qu'il y ait une autorité administrative, on organise des élections sans qu'il y ait l'armée malienne. Bien évidemment, le président Diokounda Traoré, qui est toujours sous la pression des anciens de la junte, Amadou Sanogo et l'ancien chef de la junte, disent « Ah ben non, il faut l'armée malienne qui reprenne Kidal ». Bref, la France n'est pas sortie de l'auberge. Et on voit bien que, je pense que cette affaire aussi de l'intervention, de réussir une opération de Mujao et AQMI Belmokhtar sur Arlit, qui était quand même au Niger l'endroit le plus sécurisé de la région, avec en même temps une surveillance des forces spéciales. À mon avis, ça c'est quand même un acte extrêmement grave et très inquiétant pour l'avenir. Ça veut dire il n'y a pas de base plus surveillée et plus sanctuarisée a priori depuis l'enlèvement des otages français de septembre 2010, et que les types arrivent à rentrer
même si effectivement c'est de cette façon-là. Mais ce qui veut dire que vous avez à boire des boîtes de sécurité, les forces spéciales françaises, si vous avez un contexte général qui est actuellement très difficile au Niger, avec même l'armée nigérienne, même si le Niger a réussi, contrairement au Mali, à gérer le retour des Touaregs au Niger, à les désarmer, mais le fait que ce pays soit déstabilisé est très inquiétant pour l'ensemble de la région. Bernard Nantais, le Monde a publié, c'était dans son édition datée de samedi, une carte de la fin du 19e siècle sur le Sénégal et le Soudan français, les colonies françaises. Et on a l'impression que c'est la carte de notre actualité du jour. Ça veut dire qu'il y a quand même un enracinement incroyable des intérêts stratégiques français dans cette région-là du monde. La France est présente dans la région depuis plus d'un siècle. Et pendant longtemps, elle s'est instituée, si vous voulez, dans le nord à travers la colonisation de l'Algérie, et ensuite dans le sud à travers la colonisation du Sénégal et la percée en direction du Niger. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en Algérie, les chambres de commerce ont voulu créer un transsaharien pour exporter les richesses du Soudan, mais dans le même temps, le gouverneur de l'AOF avait de gros soucis économiques parce que le Soudan bénéficiait du sel du nord du Mali, et si les transsahariens exportaient les richesses de la savane, ça coupait la savane de son approvisionnement en sel. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'affaire des frontières avec l'affaire de Lapérine-Tivigno en 1905. Lapérine, à l'instigation des chambres de commerce d'Algérie, a voulu faire un raid sur Tombouctou, mais le gouverneur de l'AOF et du Niger, les gouverneurs de l'AOF et du Niger, ont lancé un raid pour l'arrêter. Et c'est à cet endroit-là que la frontière a été instituée. Parce que si les pays de la savane n'avaient plus de sel, tout le commerce de la savane qui était fondé sur l'échange entre le mil de la savane et le sel du Sahara, l'économie locale s'effondrait. Donc c'est pour ça qu'on a établi la frontière à cet endroit-là, et que maintenant on parle des problèmes frontaliers, mais les problèmes frontaliers n'existent pas réellement parce que les économies du sud, au sud de cette ligne-là, sont fortement intégrées. Et les économies et les genres de vie. Les nomades, en général, les nomades aussi bien d'Adrar des Iphoras que ceux de l'Aïr, au Niger, font une transhumance. Ce sont des nomades qui élèvent des vaches. C'est-à-dire des vaches qui ont besoin de faire une transhumance pour, en saison sèche, aller vers les régions beaucoup plus chaudes, beaucoup plus arrosées, où il y a encore de l'herbe. Au contraire des nomades du Touareg, du Hogar et du Tassili, qui sont des nomades à chameaux. Les chameaux n'ont pas besoin de transhumance. Si vous voulez, les économies du Sud sont beaucoup plus intégrées entre Touareg et sédentaires que dans le Nord. Ça donne une complexité qui est bien plus finalement que ce que les médias essayent de répercuter en faisant de leur mieux ou de leur moins mal. Non, mais bien sûr. Mais je crois que le problème, de toute façon, c'est qu'on a voulu cantonner le débat à un pays. On essaye toujours de procéder par pays. Le premier chapitre, ça a été la Libye. Et en effet, deuxième chapitre, ça a été l'exode massif qu'on a résulté, à savoir l'exode des Touaregs, qui sont repliés vers un sanctuaire naturel qui était le leur, qui était l'Adrar, dont vous parlez. Le troisième chapitre, ça a été avec l'invasion des islamistes, ça a été Serval. Ensuite, retour vers un sanctuaire qu'on avait nous-mêmes créé après l'Harmattan et après donc les frappes françaises en Libye. Retour des islamistes vers le sud-ouest quand Antoine parle de Mokhtar Belmokhtar, etc. On sait depuis des mois, moi je vous le dis pour l'avoir vu, pour être le seul à y être allé, dans le sud-ouest, pour le coup, les brigades djihadistes, elles sont présentes depuis le début de l'année au minimum, pour l'avoir constaté de visu, probablement avant. Et à partir de là, elles organisent maintenant des frappes contre le Niger. Alors,
oui, si on raisonne en pays, on se dit, bon d'accord, j'écoutais tout à l'heure M. Chalian, oui, le Mali, c'est pas mal. Le Mali, on a supprimé un tiers des forces du Moujao. Mais en l'occurrence, c'est même pas vrai. Parce que pendant toute l'année précédente, les groupes islamistes armés ont procédé avec beaucoup de méthode et d'intelligence. Ils ont recruté à tour de bras des petits djihadistes locaux qui étaient des brigands, des gamins à qui on coupait pas la main, à qui on n'appliquait pas la charia. Vous vous souvenez que les djihadistes expliquaient qu'ils étaient très magnanimes, qu'au début on n'allait pas appliquer la charia sur le terrain. Ces gosses étaient recrutés. On en faisait une espèce d'armée de second couteau qu'on a laissé sur place en prévision justement d'une opération française qui allait venir un moment ou un autre. Et le noyau dur d'Al-Qaïda, le noyau dur d'AQMI, du Moujao, on l'appelle comme on veut, soit les signataires par le sang, etc., lui, il avait déjà entamé son repli vers la Libye. Et le problème qu'on a à travers toutes ces guerres, le problème qu'on a à travers tous ces conflits, c'est qu'on laisse la main aux islamistes, on leur laisse la main. Al-Qaïda, c'est pas une opération française. C'est une opération qui a été déclenchée au moment où Al-Qaïda l'a décidé, au moment où elle a pris l'impulsion. Et Hollande, qui avait eu des mois pour pouvoir évaluer la situation, la dangerosité, préparer une riposte, etc., a rien fait de tout ça. Et il a attendu et il a dû agir dans l'urgence. Et aujourd'hui, on a la situation qu'on a avec le Niger. Et je crois d'ailleurs avec aujourd'hui des menaces sur le Tchad qui ont été lancées par le président nigérien. On est dans une sorte de théorie des dominos, là, qui peut embraser la région, oui, où ça va être des foyers disséminés en fonction de... Oui, c'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord, on raisonne de Paris en termes d'État, alors que ces États sont des États faillis et qui ont énormément de difficultés. Donc on raisonne en termes d'État, alors que finalement notre adversaire, lui, il ne raisonne pas en termes d'État, il circule sur l'ensemble effectivement. En plus, les entités ethniques sont généralement à cheval sur les découpages des frontières étatiques. Donc ça... vous êtes toujours dans une Afrique de jour, une Afrique de nuit, qui n'a absolument rien à voir. Nous, on est toujours dans l'Afrique de jour, mais les mêmes gens que vous croyez qui sont vos alliés d'aujourd'hui, demain seront vos ennemis si ça les arrange. Et puis, la France essaye de monter comme ça une espèce de kaléidoscope extrêmement compliqué. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu réellement de relais africain. Maintenant, elle passe le relais aux Nations Unies. Alors, rien que le terme de MINUSMA, mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, on voit bien que c'est parce que c'est extrêmement compliqué, avec des compétitions régionales. Vous avez par exemple le Tchad qui a complètement fonctionné avec l'armée française, qui va avoir le leadership. Oui, puisque c'est la seule armée digne de ce nom, disons. Par contre, le grand Nigeria, en disant, mais attendez, le Tchad, ils sont d'Afrique centrale, nous on est l'Afrique de l'Ouest, c'est une opération d'Afrique de l'Ouest, les Comoques, c'est nous, l'armée nigériane, sont en train aussi d'avoir des problèmes avec Boko Haram au nord du Nigeria, donc vous avez des problèmes, quand vous voyez les problèmes de l'Union africaine qui vient de fêter ses 50 ans et que ça ne fonctionne pas, comment voulez-vous que ça fonctionne déjà au niveau régional? Et on voit bien comment François Hollande, c'est hallucinant, je veux dire, c'est fascinant de voir que François Hollande, qui a dit, il n'y aura pas un soldat français au Mali, finalement dans l'urgence, il a mis 4000 hommes. Maintenant, il y aura 1000 hommes des forces spéciales à la fin de l'année. Et à chaque fois, on sent bien, franchement, en Afrique, vous tendez le bras, vous vous faites attirer complètement. Là, il commence à dire, on va faire une grande réunion fin décembre à Paris, 7 décembre à Paris, sur une grande conférence sur la sécurité en Afrique. Mais je veux dire, il va se faire attirer. Les Africains ne sont pas contents. Vous allez voir dans les prochains jours, on va dire, mais de quoi se mêle la France? C'est l'ancienne puissance coloniale qui revient. C'est extrêmement difficile. Et encore une fois, la France est vraiment isolée par rapport... Vous entendez-vous un seul autre pays, même les Anglais avec ce qui leur est arrivé à Londres, en train de dire il faut vraiment qu'on se mette ensemble pour faire quelque chose. J'allais dire, pour aller dans votre sens, on peut même dire que la nouvelle doctrine énoncée par Barack Obama dans son dernier discours est presque un camouflet pour la politique française du moment. Il ne faut plus intervenir à l'extérieur. Oui, bien sûr. Mais ceci étant dit, il y a une certaine forme de réalisme dans l'idée de se bunkériser, parce qu'il y a des régions dans lesquelles il faut tout de même reconnaître qu'on n'a pas les moyens d'intervenir. On ne peut pas intervenir. L'idée d'intervenir au Mali, c'était une intervention factice. Et aujourd'hui, l'histoire du Niger, d'Arlit, d'Agadez, c'est un camouflet pour la France. Vous vous rendez compte, c'est ce que disait Antoine, il a tout à fait raison. Quand il parle du COS, vous imaginez, on avait le COS sur place, on avait des surveillances top niveau, etc. Et en plus de ça, il y a quand même une faillite qui est absolument lamentable, c'est qu'on
savait depuis des mois que ces gens venaient de Libye. Ça a été confirmé par toutes les sources possibles. Il y a un goulet d'étranglement entre ces deux pays, entre la Libye et tout le reste du Sahel. Ça s'appelle la passe de Salvador. Ça fait 10 km. Alors excusez-moi, si on avait autant de soldats français sur place, si on était capable de déployer 4500 hommes au Mali, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à surveiller cette zone et au moins à intercepter, si ce n'est intercepter, du moins à contrôler la zone pour vérifier que les terroristes arrivaient, et on les aurait vus. Gérard Chaliand. Oui, bon, il va de soi, si vous voulez, que toute cette zone s'appelait naguère le Soudan. Donc c'est une seule et unique zone avec une différence écologique qui a été parfaitement décrite par mon voisin entre la zone proprement sahélienne et la zone saharienne. Bon, les gens dans ces zones-là se sont toujours librement déplacés, particulièrement évidemment les nomades, mais aussi les transhumants, qui ne sont pas des nomades au sens classique du terme. Donc effectivement, il n'y a pas de véritable barrière étatique. Ça n'a jamais été d'ailleurs contrôlé. C'est ce qui d'ailleurs dérangeait ces États créés en 1960 et qui voulaient, de façon jacobine, imiter la France en disant « bon ben voilà, il y a un État central et puis les autres se taisent ». Maintenant, c'est toujours facile de dire pourquoi au Mali on y est allé, on n'y serait pas allé, on aurait dit il fallait y aller. Je veux dire, il ne faut pas qu'on tombe non plus dans l'éternel machin français de ah bah il l'a fait, c'est pas bien, il l'a pas fait. Disons que il l'a fait tard, mais il a mieux fait de le faire tard que de ne le pas faire du tout. Sans ça, les types auraient été à Bamako et puis voilà. Maintenant, que ce soit pas simple, c'est l'évidence. Que les autres vont essayer de frapper ailleurs, c'est ce que vous feriez, moi aussi. Si vous m'attendez ici, je vais être là, c'est l'évidence. C'est la moindre des choses en somme, ce qu'on appelle la guerre de guérilla. Maintenant, il ne faut pas non plus surestimer l'adversaire, c'est jamais que des petits groupes, c'est pas ça qui va changer le statu quo de toute la zone de façon évidente. Vous n'êtes pas d'accord, Sabine Laurent ? Non, c'est faux, parce que justement, les petits groupes, on a vu d'abord leur efficacité, ça c'est une première chose, on a vu leur efficacité parce qu'ils frappent ponctuellement, ils frappent des petits objectifs. Je veux dire, le Niger, c'est pas des mégapoles dans lesquels il faut attaquer avec des charges blindées ou quoi que ce soit, il faut des petits groupes, bien organisés, bien motivés, et Mokhtar Belmokhtar, c'est le prototype de ça. Les signataires du sang, c'est 300 hommes, 500 hommes, 600 maximum, pas plus. Alors oui, je suis d'accord, c'est des petits groupes, mais ils ont une capacité létale monstrueuse, ils tiennent tout le Sahel, ils tiennent une zone qui est plus grande que la France. Il faut savoir que moi, je connais personnellement des bandits, c'est pas des bonnes réputations, mais des tobous qui détroussent justement les caravanes et qui vous disent, les signataires par le sang, on n'y touche pas, parce qu'on sait que ces gens-là ont une capacité opérationnelle et une organisation qui est absolument phénoménale. Donc, ils sont bien suffisants pour infliger des dommages très conséquents. Écoutez, ils ont quand même frappé au cœur de nos intérêts. Il faut quand même voir que l'uranium, c'est comme le pétrole pour la France. Le Niger, c'est 1/5 de notre approvisionnement. D'accord. Bernard Nantais. Les Toubous, je voudrais spécifier que le Tchad est l'une des meilleures armées du Sahara, mais c'est aussi parce que les Tchadiens ont réussi à juguler les islamistes. Exactement. Or, il y a une autre armée qui est aussi forte que celle des Toubous, des Tchadiens, c'est l'armée mauritanienne. Mais le problème, c'est que les morts sont aussi parmi les islamistes, et c'est pour ça que la Mauritanie n'est pas intervenue, et n'a pas pu intervenir, parce que les morts ont parmi eux une tribu qui s'appelle les Kunta, qui sont présents du Sahara occidental au sud du Niger, qui sillonnent le Sahara. Certains sont extrêmement religieux et font partie de confréries soufis très branchées sur les manuscrits, etc. Mais d'autres qui sont des hommes perdus en quelque sorte, font partie du Moudjahou. Mais le problème qui surgira après, une fois l'Aïr nigérien déstabilisé ou restabilisé, tout dépendra comment on interviendra, ce sera le Sahara occidental. Et le Sahara occidental, ce sera vraiment un très gros problème parce qu'il y aura intervention du Maroc et de l'Algérie. Et dans les camps de Tindouf, les islamistes sont en train vraiment faire de la propagande. Mais il y en avait déjà là. Très forte. Merci de préparer notre cahier de route pour les semaines et les mois à venir. Antoine Glaser. Pour poursuivre sur le Sahara occidental, d'abord il y a des Sahraouis qu'on a bien vu qui ont déjà été intégrés même dans le cadre du Maghreb islamique. Mais surtout, ce qui est très important pour comprendre la difficulté pour la France, c'est on en parle très peu, mais c'est aussi même si le rôle de l'Algérie, le rôle des pays voisins, vous imaginez si
vraiment il y avait une coordination d'une lutte antiterroriste dans l'ensemble du Maghreb, mais compte tenu de l'affaire du Sahara occidental, les Algériens et les Marocains ne veulent pas être ensemble dans des coordinations antiterroristes. Et deuxièmement, même si l'Algérie, c'est vrai, a fait preuve de bonne volonté vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, en fournissant même du carburant à l'armée française, mais bon, je veux dire, l'Algérie, en même temps, avec la santé de Abdelaziz Bouteflika en ce moment, c'est pas l'Algérie qui va faire des opérations extraordinaires à sa frontière du Sud. Elle a tendance à se bunkériser, à exporter finalement son ancien GSPC et ses Al-Qaïda du Maghreb islamique. Il faut quand même rappeler que ce sont quand même des Algériens qui sont au nord du Mali et au sud de la Libye. Donc je veux dire, ça rend sur l'ensemble, on parle toujours du Mali, du Niger, etc., de la Mauritanie, mais quand même on parle pas des voisins. Je veux dire, ça devrait être l'opération des voisins. C'est eux qui devraient se coordonner avec ces pays d'Afrique subsaharienne. C'est eux qui devraient être là, qui devraient être sur le front et non pas la France, l'ancienne puissance coloniale. Oui, à mesure que ça va se déplacer vers l'ouest, les Marocains et les Algériens vont être impliqués parce qu'à ce moment-là, il y a des bases de masse. Parce que ce qu'il faut ajouter là, c'est que toute cette zone dont nous parlons, ils n'ont pas de base de masse. C'est des petits groupes sans base de masse. C'est la grosse différence avec, par exemple, l'Afghanistan, où on a un véritable enracinement de la guérilla parce qu'il y a du monde. Là, il y a quasiment personne. Il ne faut jamais oublier cette dimension-là. Le mot de la fin, Samuel Laurent. Je suis désolé de vous contredire encore une fois, Gérard Chaliand, mais pour avoir bien fréquenté le sud de la Libye... Vous allez me dire quoi qu'il y a 50% de la si vous me laissez population parler, je vais vous dire ce qu'il peut y avoir. Si vous me laissez parler, je vais vous le dire. D'accord. Oui. Et ce que je vais vous expliquer, c'est qu'en l'occurrence, il y a des villes. Il y a des villes comme Oubari, il y a des villes comme Gad, dans lesquelles il y a des katibas qui ressemblent exactement au modèle afghan. Et je peux notamment vous en citer une, si vous avez envie d'y aller. Ça s'appelle la Katiba 315, qui est dirigée par un salafiste malien en Libye. Alors, excusez-moi si ça vous... On reprendra ce débat passionné et merci en tout cas pour la qualité. Merci beaucoup. Et passionnant. Pour la qualité de ces échanges, le Grand Journal, et c'est Gilbert Collard, le député du Front National, qui répondra à mes questions du oui-non tout à l'heure.